Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui dans le château de la Fontaine de Croix, au château des Deux Lions. Un lieu hors du temps, caché dans son écrin de verdure de 3 hectares. L'histoire du château de la Fontaine remonte au XIIIe siècle, à l'époque des comtes de Flandre. Il faisait partie de seigneurie de la Fontaine, qui appartenait à une famille de chevaliers. La famille Fontaine aurait probablement pris son nom du site, étant à l'origine une exploitation rurale. Le château a été édifié sur une butte médiévale entourée de fossés. Le château a été construit sur les vestiges du manoir médiéval datant du XIVe et XVe siècle. Mais la première trace datée du château actuel date seulement de 1906. Au cours des siècles qui vont suivre, le château va passer de main en main, de famille en famille, toutes plus riches les unes que les autres. C'est la famille Le Taulier qui ouvre le bal dès le XIVe siècle. Elle habitera le manoir pendant un siècle environ. La brique et le toit de tuiles sont remplacés par le bois de chaume. La famille Verdière prend le relais au XVe et XVIe siècle. Puis au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est la famille Bette qui prend possession des lieux pour en faire sa maison de plaisance. Une maison de plaisance est un terme générique qui désigne un bâtiment et son lieu, utilisé à des fins de loisirs ou de vacances. Effectivement, il y avait déjà un sacré turnover à l'époque. Adrien Bette prend alors sa responsabilité en main et transforme le manoir médiéval en château typique du maniérisme flamand, mouvement artistique. Au XVIIIe siècle, c'est au tour de la famille de Surmont de venir s'imprégner des lieux pendant 3 générations, de 1680 à 1806. C'est une famille aisée, s'étant enrichie par le négoce, autrement dit le business et les affaires. Le château sert alors uniquement de résidence d'été et représente un signe de richesse extérieure. Cela nous amène en 1827 lorsque la famille Bram acquiert le domaine. Les Bram possèdent aussi, entre autres, un hôtel particulier place du concert à Lille, ainsi que le parc du Colisée à Lambersart. Il occupé jusqu'à la Première Guerre mondiale. Durant la Première Guerre mondiale, le château est en partie détruit. Les Allemands en profitent et s'en emparent, utilisant les vestiges comme écurie. On a vu passer du bon monde le château, dis donc. Les dégâts étaient tels qu'il atteignait la même valeur de l'édifice lui-même. Il sera vendu 225 000 francs en 1920. Industriel Benoît Roussel qui l'achète à la bougie. On ne sait pas. Non, il ne l'a pas obtenu en échange d'une bonne centaine de bougies. En fait, une vente à la bougie ou à la chandelle, c'était à l'époque une sorte de vente aux enchères qui prenait fin uniquement lorsque les 2 bougies avaient atteint leur terme, clôturant alors les enchères. Benoît fonça donc tête baissée et achète le château sans même l'avoir visité. Surpris en arrivant sur place, le toit n'était plus et on pouvait même admirer le ciel de l'intérieur à cause des bombardements qui avaient eu lieu. Notre cher Benoît entama donc des travaux afin de redonner un peu de splendeur au château. Mais rebelote, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande occupa une fois de plus le château. Cependant, une bonne nouvelle arriva en 1951. Le château est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. En 1980, la famille Christiansen reprend le château et quelque peu laissé à l'abandon ces dernières années. Il faudra sinon un des 2 travaux pour remettre le château de la Fontaine sur pied. Le propriétaire va même fouiller le sol en marbre car celui-ci était convaincu qu'un trésor s'y cachait. Malheureusement pour lui, ce n'était pas le cas. Le château s'est aussi fait une petite célébrité médiatique quand France 3 est venu tourner un épisode de la série Magellan pour France 3. En 2003, Gérard Mullier, nouveau propriétaire, réunifie les parcelles du domaine de la Fontaine, château, parc, bois de Waram, un poumon vert en pleine ville, dont il fera don par la suite à l'Institut Fontaine, afin d'en préserver le patrimoine et l'environnement. Le lieu est depuis ouvert à la location pour les professionnels et au public lors d'événements, de conférences. Pour les plus curieux, des visites guidées sont organisées en partenariat avec l'Office du tourisme de Roubaix. Et à côté du château de la Fontaine passe la rivière La Marque. Et nous marchons ici, c'est la toute première route qui reliait Roubaix à Lille. Elle était en pavé. Nous allons maintenant rentrer dans le bois de Waram qui appartient au château La Fontaine. Le château de La Fontaine a une allure médiévale et une architecture flamande après cette bien longue partie historique, faisant un petit point sur le côté architectural du château ainsi que sa décoration intérieure.
En arrivant sur place, tu remarqueras l'allure médiévale de l'édifice avec sa porte fortifiée. Cette porte et meurtrière présentes sur la façade sont d'ailleurs les seuls signes mettant en avant le caractère défensif du lieu, et bénéficiant pas d'une position stratégique. Le château ne fut jamais une forteresse, il faisait partie plus acte d'intimidation et permettait à ses propriétaires d'affirmer leur statut social. Les matériaux typiques ont été utilisés, façade en briques et en pierre de Leuzen, calcaire blanc extrait localement, soubassement en grès et toit en tuile flamande. On connaît bien l'architecture de tradition flamande. Le château a été construit en U, avec deux ailes légèrement dissymétriques. On retrouve aussi une découpe en gradin, typique du nord, appelée pignon à pan de moineau. De plus, tu repéreras la tour octogonale haut de 23 mètres, procurant un caractère pittoresque au château. Il est d'ailleurs possible que celle-ci eut un rôle de surveillance dans le passé. On observe aussi la façade arrière est moins travaillée et comporte moins de décors maniéristes que la façade avant. Pour ce qui est de la décoration intérieure, celle-ci a été confiée au célèbre décorateur de l'époque, Janssen. Chaque chambre était alors décorée selon l'ambiance d'un pays. Enfin, de 2009 à 2011, une nouvelle campagne de rénovation extérieure est entreprise, avec une mise aux normes du bâtiment et une modernisation du premier étage. Cette rénovation fut complexe, notamment du fait que le site soit classé au patrimoine. Le parc du château et son jardin en permaculture. Le château se situe dans un écrin de verdure entouré par le bois de Warham de 25 hectares. À ses débuts, le château était encerclé de près de terre et de terres cultivées. Le parc du château, grand de 3 hectares, compte de nombreux arbres remarquables, ayant pour certains près de 500 ans. Il a été dessiné par l'architecte Pélagis Comtal en 1920. Leaf Taxus baccata est un des splendeurs du parc. Ce jeune adolescent de 450 à 500 ans a encore de belles années devant lui, puisque son espérance de vie s'élève à 1500 ans. On trouve aussi un étang d'agrément donnant un côté charmant au parc. Celui-ci a été remis en eau par famille Roussel, 6e famille du château. Un peu plus loin, tu tomberas nez à nez avec une réplique de la grotte de Lourdes. Rien d'extraordinaire, il y en a 700 en France. Depuis 2016, tu peux aussi y trouver les jardins de La Fontaine, qui ont été créés par Alain Pitten. Le jardin est cultivé en permaculture. Cette méthode vise à reproduire un écosystème et à créer des cultures auto-fertiles. Les récoltes des jardins sont ensuite vendues aux restaurateurs locaux, ainsi qu'à la ferme du Recueil à Villeneuve d'Ascq. De plus, Philippe Marcuse, apiculteur, a installé ses ruches dans le parc. Et pour terminer, la légende veut que du temps des croisades, un chevalier aurait recouvert la vue grâce à l'eau de la source du parc. Certains habitants du coin venaient alors sonner à la porte pour demander de l'eau de la fontaine, car ils la croyaient miraculeuse. Mais plot twist, la famille habitant dans le château leur donnait simplement de l'eau du robinet.